La présentation va durer autour de 25 minutes. Et il y a trois blocs. La première partie, j'ai fait une petite introduction de qui je suis, mon expérience avec le télétravail dans cette dernière année. Et, je vais aussi partager avec vous le fait qu'on n'est pas toute seule, que dans ce monde du télétravail, dans ce monde nouveau, on y est beaucoup et on a les mêmes, on partage un peu les mêmes problèmes ou les mêmes problématiques. Et finalement, je vais essayer de donner certains conseils, très humblement, mais qui peuvent être utiles pour faire que cet télétravail se passe de la meilleure façon possible. Quelqu'un a une question pour commencer? Sinon, je continue. Allez, hop. Donc, qui je suis? Je suis bon, je suis un ingénieur de base et aujourd'hui je travaille chez Amazon. Ça fait 2 ans que je suis dans cette boîte et mon parcours avec le télétravail, bon, il est un peu singulier. C'est vrai que depuis mars 2020, on est en télétravail 100%. Donc, début mars déjà, on a été envoyé à la maison et depuis que j'ai pas touché à mon bureau. Donc, c'est une expérience assez intense, mais il faut dire qu'avant ça, j'avais déjà du télétravail dans mon travail, hem, qui était surtout pour moi qui me donnait une flexibilité de pouvoir travailler certains jours depuis chez moi ou chez ma copine ou chez mes parents et qui me permettait aussi de faire, des activités plus, centrées et en dehors du bureau où des fois on avait plus de distractions. Ça a complètement changé avec le télétravail, obligatoire et pendant cette année, j'ai un peu expérimenté le télétravail de 2 façons. Au début, j'étais un chef de projet, donc c'était un analyste, donc j'étais, travaillais assez seul, donc sur mes projets, à pas trop partager avec une équipe, donc j'ai un peu expérimenté cette solitude et depuis 3 mois, j'ai une équipe, de plus de 10 personnes. Donc c'est un peu l'autre côté, c'est voir comment on peut faire au mieux pour que l'équipe elle se sente engagée et dans une motivation pendant toute cette durée que tout le monde est chez eux. Non, donc il y a un peu ces deux côtés que je vais essayer de présenter ici dans cette présentation. Faut dire que dans tout l'absolu, je suis dans une situation assez privilégiée pour le fait qu'avant de commencer cette crise, on faisait déjà du télétravail, donc notre équipe ofimatique et tout était déjà prêt, donc j'ai pas expérimenté toute cette problématique d'adapter l'ofimatique de l'entreprise au nouveau monde, non? Donc là-dessus, je peux être compréhensif avec tous les gens qui avaient tout ça prêt et que ça leur a pris un moment et des souffrances à les mettre en place. Donc, ici, je suis très content si vous voulez partager un peu vos expériences, parce que je pense que là-dessus aussi, il y a une partie que je ne peux pas partager, mais que c'est sûr que certains d'entre vous, vous avez expérimenté. Est-ce qu'il y a des questions dans cette première slide? N'hésitez à micro ou dans les chats, vous pouvez poser des questions et je vais essayer de répondre. Donc, OK. Très bien. Donc la deuxième partie de ma présentation, c'est de vous rassurer on n'est pas les seuls à expérimenter les problématiques du télétravail. Je pense que tous on a passé par certaines périodes où on comprenait pas pourquoi on se sentait un peu seul, pourquoi on se sentait stressé, pourquoi on comprenait pas dans notre jour à jour, dans notre vie personnelle, on pouvait avoir pourquoi on pouvait avoir peut-être plus de problèmes à la maison avec nos enfants, avec nos couples, de trouver des limites. Mais en fait, je pense
que c'est assez généralisé. On passe tous par les mêmes parcours. Et de plus en plus, il y a des études qui sortent, qui nous expliquent qu'effectivement, bah, le télétravail, ça peut charger, ça peut nous attaquer à des problèmes psychiques et physiques aussi. Donc, juste pour vous montrer un peu, il y a plein d'études qui sont sorties. On a pu collecter des données. Donc, en France, le cabinet Syndex, il a récolté que 83% des représentants salariés certifient que la crise, effectivement, a aggravé les risques psychosociaux. Que le télétravail, effectivement, il a un impact sur la santé mentale. Comme il dit, le baromètre Malakoff humain qui a passé du 12% à 26%, les gens qui ressentent cet impact sur leur santé psychologique. Et, et que aussi, effectivement, physiquement, c'est pas pareil quand on était habitué à aller au bureau, à marcher, à prendre notre voiture. Aujourd'hui, notre déplacement majeur, ça fait 2 mètres d'aller de notre lit à notre table du salon pour se mettre à travailler. Donc oui, on y en est beaucoup, on est tous ensemble et je pense que c'est quand même un sentiment assez rassurant pour l'être humain de comprendre qu'on passe par tout ça ensemble et qu'on ressent des sensations qui sont assez similaires. Il y a une partie importante, j'ai beaucoup aimé, c'est un article qu'après peut-être avec Béatrice on peut partager avec vous de la Harvard Business Review qui parlait de la différence entre la première vague et la deuxième vague. C'est-à-dire dans la première vague, on a été tous un peu en mode réaction adrénaline, c'est-à-dire allez, là il faut pousser, il faut pousser, on va s'en sortir et l'été ça va être tout bien, on va être libéré de cette Covid et on va retourner au normal. Non? Et donc, les jeunes, au moins, par exemple, dans mon expérience personnelle, dans mon équipe, on les a poussés beaucoup. On a travaillé beaucoup, on a travaillé un peu trop même. Et les gens, ils étaient fatigués, mais ils avaient une croyance que à l'été, bah, ça serait différent et on retournerait à la normalité. La deuxième vague, elle était un peu plus dure, je crois. Peut-être on s'y attendait un peu, mais pas dans cette magnitude. Donc les jeunes, maintenant qu'on leur donne des bons mots, allez, pousse, 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 ou oui, mais donc ça marche pas, ça marche plus. Il faut prendre un autre point de vue là, et il faut baser sur, d'accord, l'acceptation, la compréhension, de dire oui, on est certainement dans une période compliquée, mais il faut vivre avec et de la meilleure façon possible. Donc, il faut énergiser les équipes, énergiser les gens pour passer par cette période de la meilleure façon possible, mais sans tomber sur les faux espoirs de allez, ça va finir demain. Non, on ne sait pas exactement quand ça va finir, on ne sait pas exactement quand ça va durer. Donc, il faut se prendre avec les meilleurs outils de pour passer par ici. Non? Donc, par exemple, dans cet article, ça parle beaucoup du fait que c'est important de réduire bah, tous ces meetings Zoom, non, qui des fois elles sont trop longues, qui nous enlèvent de l'énergie, qui nous fatiguent. Et il faut passer sur des choses un peu plus concrètes, plus courtes, avec plus d'objectifs courts et une définition de ce qu'on veut atteindre avec nos collègues. Donc, est-ce que j'imagine que vous avez passé aussi par cette double vague, la troisième vague et la quatrième vague, peut-être on va voir. Mais je pense que la mentalité, c'est un peu ça. Là, maintenant, on est sur la résilience et il faut trouver la façon d'être, rester un peu énergétique. Mais c'est pas la réaction d'adrénaline qu'on a pu avoir pendant la première vague. Est-ce que ça vous donne des idées, des commentaires, des choses que vous avez un peu passé par là? Donc, si vous voulez partager. Bon, j'imagine que c'est, je comprends que c'est probablement un oui dans vos têtes. Donc, un peu de cette deuxième vague, et
les premières choses qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a des red flags, non, qu'on dit en anglais, des drapeaux rouges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est burn-out, qui se sent vraiment brûlé. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut couper. Comment est-ce qu'on identifie ça? Comment est-ce qu'on identifie ça? Donc, quelqu'un qui a une incapacité à se déconnecter du travail, qui a connecté son courrier, son chat, son Zoom sur son téléphone, et quand il arrête son ordinateur, il continue à travailler pendant toute la nuit, pendant qu'il dîne avec sa famille, pendant qu'il regarde la télé. Donc, ça, c'est pas normal. Aussi, même si on pense que tous nos collègues autour, ils font pareil, ben, c'est pas normal. En fait, il faut couper. Donc, ça, c'est un indicateur. Un sentiment d'épuisante, d'apathie, de ne pas avoir envie de faire les choses. C'est aussi un signal. Si on voit que notre productivité, elle descend, donc aussi, on descend parce que peut-être on travaille plus d'heures, mais on sort moins de travail. Donc, on doit se demander pourquoi est-ce qu'on est fatigué ou est-ce qu'on essaie de faire trop de choses et finalement on ne les fait pas bien. Et finalement aussi le fait d'éviter carrément le travail, donc le travail. Donc, on n'a pas envie de travailler. On est arrivé à notre limite et on ne peut plus travailler. On est bloqué. Ça peut arriver. Non? Dans mon équipe, j'ai eu des cas des gens, effectivement, que dans certaines semaines, ils n'arrivaient pas à travailler, ils étaient bloqués. Donc là, moi, mon conseil, c'est quand il y a une situation limite comme ça, il faut essayer de couper. Il faut prendre une vacances. Donc, la solution la plus radicale et ce qu'on ferait normalement quand on était au bureau, ça serait prendre des vacances. Une semaine de vacances, 3 jours, 4 jours de vacances. On pense parce que on est au télétravail et qu'on ne peut pas sortir de la maison que ça vaut pas la peine de prendre des vacances. Bah, en fait, non. Même si on est à la maison, déconnecté, pas allumer l'ordinateur, pas être connecté, faire nos activités dans les capacités de la maison, c'est important. C'est important de prendre du temps pour soi. Donc, quand il y a des alertes comme celles qu'on voit dans cette slide, il faut acter. Mais bon, j'espère qu'on n'est pas tous sur un burn-out. Et là, ce que je vais essayer de faire dans les prochains blocs, c'est vous donner certains conseils pour faire au mieux avec cette télétravail, avec cette résilience de laquelle j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai essayé de décomposer les prochains blocs en quatre, comment dire, 4 blocs, 4 sujets, que je pense que la vie à la maison est différente de la vie qu'on avait au bureau. D'accord? Euh, la, la première des questionnements, non, bon, il y a pas il y a plus de séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et pour moi, ça c'est tant dans l'espace physique comme dans l'espace temporel. Ce que je disais un peu tout à l'heure. Donc, à niveau de l'espace physique, je pense que c'est très important d'avoir son poste de travail défini. C'est-à-dire que ce soit dans les salons, que ce soit dans la chambre, mais qu'il y a un endroit où on a un ordinateur, moi, j'adore avoir mon clavier, mon mouse, je me suis acheté un écran, donc avoir mon poste de travail. Et quand la journée elle finit, si cette table elle doit servir à manger, j'essaie de ranger cette table, de remettre tout dans les placards, pas les voir. J'ai pas envie de voir tout mon poste de travail pendant que je mange. Donc j'essaie de la ranger au maximum possible. Donc ça c'est un peu par rapport à l'espace physique. Par rapport à l'espace plus temporel, je pense que c'est important qu'on définisse des créneaux de travail. C'est-à-dire, si mon créneau de travail, c'est de 8 heures à 1 heure et de 3 heures à 7 heures, bah, que je sois fidèle à ce créneau de travail. Et en plus d'être fidèle, que je les communique. C'est-à-dire, sinon, les gens qui travaillent avec moi, ils vont pas savoir et peut-être, non, elles vont envahir mon espace personnel temporel. Donc, il faut mettre des créneaux, ça c'est possible. Bon. Et les communiquer avec les gens avec qui vous travaillez.
C'est aussi très important de garder les temps pour des choses simples qu'on faisait quand on allait au bureau, c'est la pause déjeuner. Et donc moi, par exemple, à niveau personnel, je l'ai bloqué sur mon calendrier. Il n'y a personne qui peut me caler des réunions dans entre 1 heure et 2 heures et demie. Donc il n'y a personne qui peut me mettre des rendez-vous. Un autre chose importante qu'on faisait au bureau et que ça nous permettait un peu de couper avec notre rythme, c'était les pauses café, pauses toilette, pauses clope, tous ces genres de pauses qu'on faisait informellement. Et aujourd'hui, peut-être on les fait plus. Donc, il faut s'efforcer à tous les heures, continuer à les faire. Non. Et finalement, moi, ce que j'ai trouvé assez utile personnellement, c'est à la fin de la journée, quand je coupe avec le travail, j'essaie de mettre une activité qui me... Bon, ça sert un peu avant, quand on rentrait à la maison, non, il y avait la marche de poste de travail jusqu'à la maison, ou les métros, ou la voiture. Maintenant, non. Maintenant, quand on se lève de la table du bureau, on va à la cuisine, bah, la transition est un peu plus brusque. Donc, je vous recommande de mettre une activité. Ça peut être 15 minutes de sport, ça peut être une petite, je sais pas, après, c'est un penny weight, non, tout ça de la méditation, mais c'est vrai que moi j'ai essayé, ça m'a bien marché. Je fais une petite réflexion à la fin de la journée qui a rien à voir avec le travail, ça permet de couper. Donc, couper entre les deux mondes, je pense que ça continue à être important et il faut être conscient de ça. Est-ce qu'il y a des questions ici? D'accord. Donc, le deuxième point, c'est la sédentarité. C'est un peu lié à ce que j'ai parlé tout à l'heure, qui était lié aux pauses qu'on faisait au travail, aux déplacements qu'on avait pour aller au travail. Maintenant, tout ça, c'est fini, non? C'est de 3 à 4 mètres du lit à notre poste de travail. Et ça, c'est un impact direct sur l'oxygénation du corps, sur l'oxygénation de la tête. Et moi, par exemple, que je travaille beaucoup assis, cet été, c'était un peu un choc. Mon cousin qui est thérapeute, il m'a dit, bah, tu as les pieds comme une personne voilà, assez âgée. J'avais les pieds gonflés parce que en fait, je me lève plus de la chaise. Donc, il faut faire du sport. Il faut essayer dans la mesure possible de bouger. Moi, ce que j'ai plus ou moins découvert, que probablement certains d'entre vous aussi, euh, c'est en fait, c'est quand je suis très ambitieux avec faire beaucoup de sport tous les jours, 1 heure et demie, ça passe pas. Non. Donc, maintenant, j'ai trouvé un peu la façon de trouver la façon de faire, peut-être même si c'est une demi-heure, bah, une demi-heure 3 jours par semaine, ou une petite activité de 15 minutes à la fin de la journée, ou 20 minutes. Donc, être raisonnable sur les attentes. Et ça, c'est très bien, Philippe, exactement. Moi aussi, il y a beaucoup de réunions que je l'ai fait au début et je me suis acheté bah, comment ça s'appelle, les écouteurs sans câble et je marche un peu par la chambre. Effectivement, ça marche très, très bien. Et après, je m'oblige aussi de me lever bah, tous les heures. J'essaie d'aller d'une chambre à l'autre et après, je continue. Donc, c'est un peu l'introduction des sorties de et finalement, au lieu de faire toutes les courses une fois par semaine, je pense que Super U, déjà, ils me connaissent tous les jours quand j'y rentre parce que j'y vais très souvent. Et ben, ça m'a fait une petite sortie pour aussi décrocher du travail. C'est quoi, Valérie, les ballons Swiss ball? Peut-être. Allô? Je connais pas. Oui, Allô, vous m'entendez? oui, 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 tout à c'est des fait. ballons qu'on trouve facilement à Decathlon. C'est des gros ballons et Mhm. on peut s'asseoir dessus pour Ah, casser le oui. rythme justement de la position assise. Alors, c'est pas conseillé de rester des heures non plus assis dessus, mais ça permet de travailler les abdos en profondeur et puis de repositionner sa colonne vertébrale.
Ça coûte pas cher, Ça, ça coûte dans les 10-15 € à Decathlon et on peut ah oui. faire après de l'exercice, dessus. C'est des gros ballons. Ouais, ouais, je note, hein, je note, Suisse. Bah oui, très bien. Merci de partager. Dans le troisième, bah, ici, on voulait aussi donner un peu cinq bonnes raisons de marcher. Je pense que on est tous conscients que marcher, c'est important. Après, si on le fait plus ou moins, euh, mais au moins comprendre que oui, effectivement, marcher, ça aide à donner une perspective aussi visuelle. Des fois, si on travaille beaucoup avec l'ordinateur, c'est bien d'avoir un horizon. Euh, la vue, elle se fatigue beaucoup quand on n'a pas de vision sur l'horizon. Ça peut nous permettre aussi de socialiser, d'échanger les idées en écoutant la radio, de la musique. Et, bon, et bon, après, pratiquer la gratitude, bon, c'est pas qu'un marchand qu'on le fait, mais c'est vrai que peut-être en marchant, on a plus d'oxygène dans nos corps pour le faire, non? Donc, le troisième point, c'est un peu l'isolement. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, surtout pendant les premières 7-8 mois du premier confinement, moi, surtout sur les 3 premiers, moi j'étais chef de projet, donc j'ai travaillé très seul. Et c'est vrai à la fin, c'est un peu compliqué parce que bon, on fait que travailler et notre journée, ça tourne autour de ça. Et en plus, avec cette solitude, ça nous, effectivement, ça nous fait un effet psychologique. Donc, ce que j'ai essayé de faire et ce que je demande aux gens de mon équipe, c'est de mettre des rendez-vous réguliers entre eux dans les calendriers où ils partagent soit des choses du travail, soit des choses de dehors du travail, soit des choses de carrière, soit un peu une discussion informelle comme quand ils iraient faire une pause café et ils trouveraient quelqu'un pour parler. Ça, je pense que c'est important de mettre ça dans l'agenda des gens et régulièrement parce que sinon, on ne le fait pas. Donc, moi, j'ai certains gens que je retrouve tous les 2 semaines, certains gens que je retrouve tous les mois, euh, tous les semaines et j'ai une discussion. Donc, c'est un peu mon mécanisme de force pour ça. C'est de mettre dans le calendrier et ça peut paraître un peu bizarre, mettre un calendrier pour parler. Et non, c'est une chose qu'avant on ferait pas trop, mais je pense que c'est utile. Et après, à niveau équipe aussi, des rendez-vous avec votre équipe réguliers. Je pense que c'est compliqué de trouver les balances entre beaucoup de réunions et pas assez de communication. Mais si ce sont des réunions courtes, ça peut être 15 minutes, ça peut être un check-up ou avec un thème, ça peut être une thématique, non? Par exemple, moi, avec mon équipe, tous les matins, on se retrouve 15 minutes et au début, on partageait un peu la vie personnelle avant de commencer à travailler. Et ça a été une activité qui a créé beaucoup d'engagement au sein de l'équipe. Et maintenant, on invite des gens de toute notre compagnie, mais ça peut être aussi de dehors, pour expliquer un peu et un peu humaniser les gens, parce que des fois, sinon, dans certaines grosses entreprises, non, on peut penser aux mêmes petites, on pense à cette personne qui est avec son vue du travail. Donc, c'est aussi une façon d'humaniser les gens et de créer engagement, de connaître des gens. Donc, ça a très bien marché. Donc, tout ça pour combattre l'isolement, c'est-à-dire essayer de trouver des façons de communiquer avec les gens. C'est très important la communication. Et finalement, le quatrième bloc, c'est la hausse de la surcharge de travail. On ne sait pas trop comment, on n'avait pas signé pour ça. Mais finalement, on s'est trouvé qu'avec le télétravail, avec le Covid, peut-être on travaille plus, on travaille moins productivement. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut retourner sur nos appuis. Il faut se demander quelles sont nos priorités, soit, soit à niveau de vie personnelle, mais aussi dans le travail.
et comprendre bien. Et moi, il y a une activité que je trouve que c'est assez intéressante, c'est tous les semaines, c'est proposer trois choses qu'on veut réussir pendant cette semaine. Et, euh, et du coup, à la fin de la semaine, faire un bilan, non? Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce que j'ai fait pour pas réussir ou pour réussir? Euh, Définir priorité, c'est très important. C'est très important aussi les communiquer. C'est-à-dire les gens qui travaillent avec nous, qui comprennent quelles sont nos priorités et voir s'ils sont alignés avec celles qu'ils ont pour nous. Et ça, c'est lié aussi avec la définition et la communication des attentes. Euh, C'est-à-dire, si, par exemple, à une personne de mon équipe, je lui demande de faire un rapport, mais je ne suis pas spécifique sur combien de temps je veux que cette personne il dédique à ce rapport et sur quelle longueur ou cette qualité. Et peut-être cette personne il va passer 4 jours et moi j'ai pensé que cet rapport il pourrait être fait en 2 heures. Donc communiquer les attentes c'est bidirectionnel et c'est très important. Et après, oui, il faut toujours comprendre, ça c'est, je suis pas un expert, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est un peu Eisenhower Matrix, non? C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est pas important et pas urgent. Et comprendre bien sur chaque tâche, sur chaque chose qu'on veut faire, pour pouvoir prioriser, d'accord? Euh, donc, voilà, sur la hausse de la surcharge de télétravail, c'est à beaucoup sur comprendre la priorité et travailler dessus. Une autre mécanisme que je trouve pratique avec mon équipe, on fait, c'est à la fin de la semaine, ils font un petit bilan de où est-ce qu'ils ont dédié leur temps. Et après, moi, on analyse pour voir comme pourquoi certaines activités ils ont pris plus de temps que d'autres et déjà pourquoi ils ont passé du temps à faire certaines choses que peut-être c'était pas dans leur objectif et quelqu'un d'autre leur a imposé ça sans savoir que ça pouvait impacter donc leur vie privée parce que là finalement au lieu de finir de travailler à 6 heures ils ont dû finir à 8 heures et c'est pas bon en fait c'était pas prévu. Donc ça, c'est un peu les 4 blocs que je voulais partager avec vous. C'est un peu personnel, mais c'est aussi sur certaines lectures que j'ai pu avoir. Et finalement, moi, mon message, c'est que effectivement, sur cette époque de résilience, c'est quand même important de rester positif, très compréhensif. L'empathie, c'est important. Et on est tous ensemble. On apprend tous les jours et on n'était pas prêt pour ça. Mais je pense qu'il y a des petites choses on peut mettre en place pour que ça se passe au mieux possible. Donc voilà, ça c'était un peu ce que je voulais partager. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir interagi à travers du chat et je vous souhaite une bonne journée et, euh, et un bon week-end. Bon vendredi. Ciao, ciao.